pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes malheureusement qui vont nous suivre en direct parce que voilà, on est en pleine journée et c'est vrai que voilà, j'ai aussi une famille à côté et même si mon travail est important, je voulais pas que voilà, ce live empiète sur le temps que je peux passer notamment avec ma compagne et mes enfants. Donc voilà. Je vais commencer, je vais prendre, voilà, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Maxime me dit qu'on m'entend pas très bien. Je vais essayer de, à la limite, je vais essayer de rapprocher un peu le micro. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Euh, Maxime qui travaille avec nous, hein, c'est lui qui s'occupe celui qui s'occupe de vos commandes quand vous passez commande, c'est lui qui prépare les colis, qui s'occupe de toute la gestion d'entrepôt. Donc voilà, et qui est mon cousin Germain, voilà. Euh, et qui travaille depuis un petit moment maintenant avec nous. Alors, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions qui vous arrivent, n'hésitez pas à me les poster en live. Mais j'avais préparé des questions vu que je me doutais bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde en direct. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et j'espère que, voilà, malgré le fait que, a priori, le niveau sonore est un peu faible, vous allez quand même m'entendre. Alors, la première question à laquelle je vais répondre, c'est une question de Miko qui m'a posté et qui me dit bonjour, je donne vos croquettes essentielles à mes deux bergers blancs suisses. J'ai stérilisé le mâle de 40 kg, pas de gras, bien musclé depuis décembre. Quelle démarche à suivre? Alors, la stérilisation a principalement un effet sur les hormones. Donc, c'est les hormones sexuelles qui vont principalement être réduites et les hormones sexuelles jouent un rôle sur la lipoprotéine lipase. Elles sont un rôle d'inhibition en fait de la lipoprotéine lipase en temps normal. Et effectivement, après la stérilisation, la lipoprotéine lipase qui est une enzyme responsable de la adiposité. Et cette lipoprotéine lipase, du coup, ne va plus être inhibée par les hormones sexuelles après la stérilisation. Ce qui fait qu'on a un changement et souvent des prises de gras après stérilisation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette lipoprotéine lipase, elle est elle-même dirigée par l'insuline. Donc, plus l'alimentation a un impact sur l'insuline, plus la stérilisation aura un impact de ce fait, puisque après stérilisation, on n'aura plus cette inhibition par les hormones sexuelles. Donc, ce qu'il faut retenir succinctement, c'est que en temps normal, trop de glucides va impacter effectivement la production d'insuline de l'organisme et trop d'insuline va jouer notamment sur la lipoprotéine lipase qui va faire grossir, qui va prendre du gras. C'est le métabolisme du gras, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, un chien, un chat non stérilisé va avoir tendance à grossir s'il mange avec trop de glucides. Ça dépend des individus, hein, c'est pas une règle, mais grosso modo c'est ça. Et si vous lui donnez du coup après stérilisation une alimentation qui impacte plus l'insuline, ben, vous allez avoir encore plus d'impact. Alors oui et non en fonction du taux calorique et de la quantité. Si vous avez le métabolisme du gras qui se met en place mais vous n'avez rien à stocker, vous allez avoir un chien, un chat qui va avoir très faim, il ne va pas forcément prendre de gras. Mais sur notre alimentation, vu qu'on est sur une alimentation qui est très faible en glucides, on ne va pas avoir vraiment de changement avant-après stérilisation. La seule chose qu'il y a à faire, c'est vraiment juste d'ajuster un petit peu la ration. Mais nos deux croquettes pour chien, elles soient essentielles aux références ou même références chat, du fait qu'elles sont faibles en glucides, on a moins de différence entre avant-après stérilisation. C'est un peu la même chose chez les personnes hein, en ménopause, chez les femmes d'un certain âge. On va avoir un changement et les calories, il n'y a pas forcément un changement calorique, mais il y a un changement hormonal, il faut le prendre en compte. Mais c'est là où le bénéfice d'avoir une alimentation faible en glucides, du fait on aura moins d'impact de ce changement hormonal du fait d'une alimentation plus faible en glucides. Donc voilà, ça c'est la première question qui était la question de Miko. Donc si je résume, juste besoin d'ajuster la ration si nécessaire. Et c'est pas forcément le cas. Donc c'est vraiment en fonction de ce qu'on observe. Les deuxièmes questions qui sont posées sont un peu de deux personnes différentes, mais de Josette Marshall et mon copain Sheran, qui me demandent tous les deux, en gros, alors pour deux raisons différentes, mais qui me demandent si on va complémenter notre gamme avec des pâtés.
C'est pas prévu pour le moment. Je vois pas réellement d'intérêt à faire cela. Sachant que je dois avouer, la plupart du temps, les personnes qui veulent donner des pâtés en plus, c'est parce qu'ils ont lu ou entendu que donner juste des croquettes va avoir un impact délétère sur l'hydratation du chien et du chat. C'est pas ce que j'observe dans la réalité. D'autant plus que on peut transformer une croquette en nourriture humide, tout simplement en y rajoutant de l'eau. Mais en y rajoutant de l'eau, ce qui se passe souvent, et ce qui se passe d'ailleurs quand on rajoute une alimentation humide, c'est que la boisson à côté va être réduite. Et donc est-ce qu'on aura changé la quantité d'eau consommée par le chien et le chat? C'est pas du tout dit. Donc voilà, moi de ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas, si vous voulez, une méthode de fabrication, d'alimentation qui est mieux ou toujours mieux que les autres. Il y a toujours des compromis sur les stérilisations des boîtes, on a des grosses chauffes, des impacts sur les acides aminés. Donc c'est le défaut. Il y a un autre avantage, c'est que vous avez une structure qui reste la même, contrairement à une croquette qui est une poudre broyée, qui est une poudre qui est agglomérée, pardon. Et donc du coup, on garde un peu cette même structure sur les boîtes. Est-ce qu'il y a un réel avantage aux boîtes par rapport aux croquettes? Il y a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Donc c'est pas tout l'un tout l'autre. Pour l'instant, nous, on n'a rien prévu de ce côté-là. Josette me disait dans sa question que disait que ça permettrait d'alterner et varier les plaisirs. Ça, c'est un peu de l'anthropomorphisme. Un carnivore, naturellement, il mange tout le temps la même chose. Il tourne sur des proies, mais il va toujours tourner sur des proies qui ont globalement les mêmes teneurs et à peu près les mêmes goûts, des choses comme ça. Donc ça, effectivement, la variabilité alimentaire pour un carnivore, elle est quand même extrêmement restreinte par rapport à un omnivore. Donc voilà, je vais quand même faire un tour dans les commentaires des gens. Merci à vous de participer, ça me fait plaisir. Et voilà, des gens qui sont au travail surtout, je peux comprendre, hein, voilà, donc je vais continuer avec les questions, mais c'est vrai que vu que je parle beaucoup, j'ai des questions par la suite qui m'ont été posées qui risquent de me prendre un petit peu de temps à répondre, donc je vais en profiter. L'autre question qui m'ont été posées en amont de ce live sur Facebook, c'était de Alexandra MSSN qui en fait m'a mis une capture d'écran d'un groupe sur lequel quelqu'un avait posté, demandé voilà, des avis sur la Mykinos et notamment il y avait quelques personnes qui répondaient que bon, globalement notre alimentation n'était pas terrible pour différentes choses et Alexandra voulait une réponse de ma part par rapport à ça. Et donc la première critique qui a été faite, c'était de dire par rapport au taux de calcium et de phosphore dans nos croquettes qui ne sont pas garantis. Et donc de savoir pourquoi ces taux ne sont pas garantis. Et il y a Maryse en plus qui m'a demandé effectivement et qui m'a dit pourquoi effectivement comment on peut garantir le taux de phosphore et le taux de calcium. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi qui dit que on doit sur les sacs de croquettes déclarer obligatoirement la protéine, la matière grasse, les cendres, les fibres brutes. Donc ça, c'est les 4 taux qu'on a l'obligation de déclarer. À partir du moment où ils sont déclarés, ils doivent être garantis dans des tolérances légales qui sont imposées par une loi et qui dit pour chaque valeur de protéines déclarées, vous pouvez aller voir plus ou moins tant dans l'analyse du lot de croquettes produit. Donc par exemple, nous sur référent chat, on déclare 50% de protéines et donc on a le droit, quand on fabrique la croquette, d'avoir plus ou moins 3%. C'est la tolérance légale. Donc on peut avoir une croquette qui teste en analyse entre 53% et 47% de protéines. Si on est hors de cette tolérance, la croquette n'est pas conforme, donc du coup elle n'est pas vendue.
elle ne sera pas, mise sur le marché, elle ne sera pas vendue, le lot sera rejeté. Et donc du coup, on a ces 4 taux-là qui sont obligatoires. On a le choix de déclarer d'autres taux supplémentaires, taux de calcium, taux de phosphore, taux d'oméga 3, oméga 6. Si on choisit de déclarer ces taux, il faut qu'ils soient obligatoirement dans les tolérances légales, garanties. Si on n'est pas en mesure de garantir ces taux-là, il faut ne pas les déclarer. Et donc c'est ce qui se passe, nous on ne les déclare pas parce que l'usine qui fabrique nos croquettes, GA Pet Food Partner, qui est une usine en Angleterre, ne garantit pas ces taux-là dans les tolérances légales à chaque fabrication. Donc on peut avoir des variations. Et malheureusement, c'est vrai que certains disent que Mekinos ne sont pas très transparents par rapport à ça, puisque ils ne déclarent pas ces taux-là. Mais en fait, on n'a pas le droit de les déclarer à partir du moment où ils ne sont pas garantis. Pourquoi ils ne sont pas garantis? Parce que tout simplement, les usines n'ont pas l'obligation de les garantir parce que ça ne fait pas partie des taux qu'on a l'obligation, nous, en tant que marque, de déclarer. Donc ça, c'est le premier point. Pour moi, c'est pas un manque de transparence de ne pas les déclarer, puisque ça respecte juste la loi, hein, de ne pas les déclarer s'ils ne sont pas. Pour moi, le vrai manque de transparence, c'est justement de déclarer ces taux-là, alors que normalement, ils ne devraient pas être déclarés parce qu'ils ne sont pas garantis. Donc nous, on dit clairement qu'ils ne sont pas garantis. Ça, pour moi, c'est de la transparence de déclarer ça. De ne pas déclarer qu'ils ne sont pas garantis, c'est ça le manque de transparence. Donc voilà, et je connais plein de marques voilà, qui sont faites chez GA Pet Food Partner, qui sont dans les mêmes conditions que nous, mais qui déclarent le taux de calcium, le taux de phosphore, alors qu'ils n'ont pas le droit de déclarer, puisque c'est pas garanti par GA Pet Food Partner. Alors le phosphore principalement est très problématique à garantir pour une raison simple, c'est que dans nos croquettes, dans les formulations de référence, on ne rajoute pas de sel de phosphate. C'est-à-dire que tout le phosphore qui est inclus dans la croquette vient du phosphore organique et il vient du phosphore qui est naturellement présent dans la viande et les os qui sont utilisés dans la croquette. Moi, je demande les viandes les plus désossées possibles. Et c'est principalement les os qui contiennent le phosphore, qui contiennent les cendres, en fait, les minéraux, dont font partie voilà, le phosphore et le calcium. Je demande les viandes les plus désossées possibles, mais on a des variabilités qui sont naturelles, dues à la variabilité naturelle de la présence de phosphore dans ces matières premières-là. Quand vous avez une croquette qui est très faible en viande, il y a une quantité naturelle de phosphore qui est beaucoup plus faible. Et souvent, on rajoute des sels de phosphate. Donc c'est du phosphore inorganique. Et dans ce cas, c'est beaucoup plus simple de gérer les variations naturelles puisqu'on a très peu de phosphore naturel. Et la plupart, et je dois avouer en plus, la plupart des marques qui disent ça, sur les analyses de phosphore, les analyses de phosphore sur les fabrications de croquettes ne sont pas standards. C'est des choses qu'on peut demander en plus. Et souvent, les marques ne payent même pas pour analyser le phosphore et le calcium, parce que nous, on fait, à chaque fois, à chaque croquette, on analyse le phosphore et le calcium. Et d'ailleurs, voilà, j'ai publié sur notre site, dans la rubrique constat certificat, les analyses de nos croquettes en laboratoire telles qu'on peut avoir pour chaque lot. Donc j'ai mis pas un spécimen, j'ai mis un document d'analyse que tout le monde peut consulter où il y a le calcium, le phosphore qu'on demande à analyser. Mais la plupart du temps, il n'est pas demandé d'analyser. Et certaines marques ne sont même pas au courant qu'il peut y avoir de telles variabilités à chaque production de calcium-phosphore, surtout de phosphore, pardon. Donc voilà. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué de garantir dans les tolérances légales le phosphore quand on est sur du phosphore naturel qui est naturellement présent dans les viandes. Et ça, c'est très compliqué. C'est beaucoup plus simple quand on a une croquette qui est très faible en viande avec beaucoup de glucides. Donc, ce qui est bien entendu ce que je ne veux pas avoir dans mes croquettes. Mais on demande, voilà, à l'usine, moi je demande toujours, voilà, les viandes, on est sur les mêmes approvisionnements, on ne bouge pas, et on est sur des viandes qui sont les plus désossées possibles. Voilà, donc pour moi de ce côté-là, on n'a pas de, on fait déjà ce qui est le mieux possible. Voilà. Pardon. Donc ça, c'est par rapport au phosphore. Et
Une autre critique que Alexandra m'a mis en avant, euh, c'était les personnes disaient que nos croquettes étaient produites chez GA Pet Food Partner, donc une usine britannique, et que du coup les normes européennes ne sont pas respectées. Si elles sont respectées, GA Pet Food Partner faisait partie de l'Union européenne avant le Brexit, bien sûr. Ils n'ont pas changé les normes, et les normes du coup pour importer si on apporte de l'alimentation sur le sol européen, il faut que ça respecte les normes européennes. Donc, bien sûr, les normes européennes sont respectées et ce sont les mêmes. Et en fait, d'ailleurs, en plus, on a les mêmes normes européennes entre l'Europe et les Britanniques. Il y a les mêmes normes que sur le pet food. Donc, ça ne change pas sur l'alimentation chez les chats. Donc, effectivement, les normes européennes sont bien respectées. Une autre critique qui était pointée, c'était de dire que le taux de protéines dans les croquettes était trop élevé, donc problématique pour les reins, je suppose, parce que le commentaire disait juste que c'était un peu trop, nos croquettes étaient trop protéinées. Alors il faut remettre les choses en perspective. Pour moi, il n'y a pas de croquettes trop protéinées sur le marché, ça n'existe pas. Même nous, avec 50, 51% de protéines 50, sur référent chien, 50% de protéines sur référent chat, on est en dessous de ce qu'un carnivore pourrait manger dans des proies naturellement consommées, avec... bien sûr, on compare à humidité équivalente, hein. Donc on est à 7% d'humidité sur nos croquettes chats, 8% d'humidité sur nos croquettes chiens. Et donc il faut comparer à humidité équivalente, sinon les taux sont complètement différents. Mais humidité équivalente, on est aux alentours normalement de entre 54 et 60% de protéines dans des proies qui pourraient être naturellement consommées par un chien, un chat. Donc on n'est pas au-dessus de ça. Donc de dire que nos croquettes contiennent trop de protéines, c'est un peu... c'est pas vraiment représentatif de ce que naturellement un chien, un chat pourrait manger, ou plutôt on va dire élargir un canidé, un félin pourrait manger naturellement. Donc ça, effectivement. Et si on veut approfondir, j'en ai parlé dans mon article qui s'intitule l'insuffisance rénale chez les chiens et les chats sur notre site internet. Il y a une étude qui a été publiée en 1998, il me semble, je peux la reprendre. Je vais aller la voir directement pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est une étude sur... on part déjà sur les chiens, hein, voilà. Et on a une étude qui a été publiée, l'étude de Robertson et al. Je prends le temps de vous dire l'étude parce que souvent on me dit, mais Jean, il y a une étude, mais on ne sait pas quelle étude, et les gens disent un peu ce qu'ils veulent. Donc là, c'est l'étude de Robertson et al. Elle a été faite sur 4 ans et sur des chiens qui ont subi une ablation des reins à hauteur de 75%. Et à la suite des 4 ans, les chiens qui avaient les meilleurs débits de filtration glomérulaire, donc les meilleures fonctions rénales finalement, étaient les chiens, si je reprends, donc c'est une étude de 1986, hein, donc qui date pas d'hier, hein, et à la fin des 4 ans, en fait, on avait les chiens qui avaient les meilleurs débits de filtration glomérulaire. On avait 3 groupes de chiens, un chien nourri avec 19% des chiens nourris avec 19% de protéines, des chiens nourris avec 27% de protéines et des chiens nourris avec 57% de protéines. À la fin des 4 ans, avec ces 3 groupes différents de chiens, les chiens qui avaient les meilleures fonctions rénales, c'était les chiens qui étaient nourris avec 56% de protéines. Donc si effectivement la protéine était détrimentaire pour les reins, on aurait eu l'inverse, c'est-à-dire que c'est le groupe qui était nourri avec le moins de protéines qui aurait les meilleurs résultats. Ce n'était pas le cas. Bon, c'est assez logique pour un carnivore de dire que la protéine pose problème pour les reins. Et en fait, il y a une confusion entre prévention rénale de problèmes rénaux et stabilisation ou gestion de l'insuffisance rénale une fois que l'insuffisance rénale est là. Et en fait, dans l'alimentation rénale du vétérinaire, vous avez des faibles taux de protéines. Les faibles taux de protéines ne sont pas faits pour
aider les reins en soi, ils sont faits pour gérer les symptômes d'urémie. Donc quand il y a de l'insuffisance rénale, on va avoir de temps en temps on va avoir des symptômes d'urémie, et quand l'urée devient trop élevée, et en descendant, dans certains cas ça fonctionne pas toujours, on va avoir du coup, c'est vrai, en baissant la protéine, on peut faire baisser le taux d'urée produit par l'organisme et du coup gérer mieux les symptômes. Est-ce qu'on va aider les reins en fait, est-ce que l'urée a baissé parce qu'on a aidé les reins? Pas du tout. L'urée a baissé parce que l'organisme produit moins de cette substance. Du fait de la baisse de la quantité de protéines, sachant que l'urée découle de la dégradation de la protéine. Si on baisse la quantité de protéines ingérées, on peut, s'il y a un surplus de protéines ingérées, effectivement, jouer sur l'urée comme ça. Ça ne fonctionne pas à tous les coups parce que c'est pas parce qu'on a un fort taux de protéines dans l'alimentation que le chien en mange trop par rapport à son besoin et donc va créer plus ou moins d'urée. Donc c'est pour ça. Mais non, la protéine ne joue pas sur ça. Sur les chats aussi, c'est marqué. On sait qu'il y a pas mal d'études et je vous inviterai à les lire vraiment. Je vois que je suis déjà quasiment à la demi-heure et j'ai pas répondu à toutes les questions là. Mais je vous inviterai à lire effectivement l'article que j'ai publié par rapport à ça parce que c'est bien mis et les études disent bien que voilà, il n'y a pas de lien entre la protéine et l'insuffisance rénale et on n'est pas sur des taux vraiment exacerbés de protéines sur nos croquettes. On est en dessous de ce qu'un carnivore pourrait manger naturellement. Voilà. L'autre critique qui était mise en avant voilà, sur ce groupe, c'était que dans nos croquettes, on avait trop de cendres. Trop de cendres, il faut prendre le contexte et surtout, alors les cendres viennent principalement des os. Donc si vous avez une croquette qui est mal désossée ou des viandes qui sont mal désossées, vous allez avoir plus de cendres, moins de protéines. Mais si vous avez une croquette par exemple qui contient un taux de cendre de 8% pour 26% de protéines, bah, même si le taux de 8% de cendre est plus faible que sur nos croquettes qui sont entre 9 et 9,5 de cendre, vous avez aussi beaucoup moins de protéines. Et ça veut dire que le peu de viande qui a été utilisé était très mal désossé. Et c'est pour ça que je parle toujours de ce ratio entre protéines-cendres et qu'il faut regarder ce ratio pour voir si vraiment les cendres sont trop élevées. Et la réalité des choses, c'est que si on prend une comparaison qui est simple sur le chat, je prends une souris qui est une proie un peu incontestable des chats. Alors, j'ai oublié de le dire. Les cendres, pour ceux qui ne savent pas, les cendres dans les croquettes, c'est l'ensemble des minéraux que contient la croquette. Le taux de cendre vient du fait que le non-taux de cendre vient du fait que quand on analyse les minéraux dans une croquette, on fait brûler la croquette à 3000 degrés à peu près et on regarde en fait les résidus en cendre qui restent et tout ce qui est en cendre correspond à l'intégralité des minéraux et c'est là que vient le terme cendre. Mais ce ne sont pas des cendres qu'on peut avoir dans la cheminée qu'on met dans les croquettes, absolument pas. Ce sont juste les taux de cendre qui correspondent aux taux de minéraux. Et les minéraux viennent principalement effectivement quand ils sont naturels, ils viennent de l'os qui a été utilisé. Et du coup, si on compare avec un chat qui mange des petites proies et dont souvent il mange l'intégralité du squelette, hein, comme sur une souris par exemple, ou si je prends les félins, si on élargit, hein, une souris c'est environ 11% de cendre, à 7% d'humidité si on compare avec notre croquette. Nous, dans notre croquette, on a, pour référence chat, on a 9,5 de cendre. Donc on ne peut pas dire qu'on est trop élevé par rapport à ce qu'un chat pourrait manger naturellement, sachant qu'on est sur des minéraux organiques, mais non pas des minéraux inorganiques. Et les études montrent que effectivement, les minéraux inorganiques ne posent pas de problème pour les chats, comme pourraient le faire malheureusement les minéraux inorganiques, comme le sel de phosphate par exemple. Donc voilà. Et alors c'est vrai que sur les chiens, j'aurais voulu avoir un taux de cendre légèrement plus élevé, on a un 9, et j'aurais voulu avoir un légèrement plus élevé par rapport à notre taux de protéines. Malheureusement, je suis déjà pour ce faire, je devrais avoir en fait accès à des viandes qui sont encore plus désossées que ce qu'on a, et malheureusement,
j'ai pas actuellement accès à des viandes séchées encore plus désossées que ce qu'on utilise actuellement. Donc je peux pas descendre mon taux de cendre pour augmenter mon taux de protéines. Et c'est ce que j'aurais aimé faire idéalement. Mais actuellement, je suis bloqué par des contraintes d'approvisionnement de matières premières. Et même si j'essaie de demander, enfin, je prends ce qu'il y a de mieux disponible pour nos croquettes, ben, je suis obligé aussi de me fournir par rapport à ce qui est disponible sur le marché. Euh, donc ça, c'est un point que j'aimerais améliorer dans l'avenir. Mais en tout cas, de toute façon, les cendres, c'est plutôt une question par rapport aux chats que par rapport aux chiens, sur notamment après ce qui implique un cendre. Et dans les cendres, donc dans les minéraux, il y a le calcium phosphore. Et on parle surtout du phosphore, de regarder le phosphore par rapport aux problèmes rénaux chez le chat, pas chez le chien. D'ailleurs, en demeurant, il n'y a pas de lien avéré. Donc ça, voilà. Et après, il y avait, et derrière critique, bah, on en revient. Il y avait est-ce que justement le taux de phosphore et de calcium ne sont pas trop élevés? Là aussi non plus, si on se base, et moi je suis un fervent, je pense que la nature est ce qui se fait de mieux. Et donc par rapport à ça, si on prend une souris par exemple pour comparer par rapport au chat, souvent la critique est faite par rapport aux croquettes chat, où on va regarder effectivement le taux de phosphore et le taux de calcium, on serait à humidité équivalente sur du chat, on serait à 1,50 de calcium et 1,78 de phosphore. Alors que nos croquettes sont largement en dessous de ces taux-là. Donc non, on ne peut pas considérer qu'on a un taux de phosphore mais un taux de calcium trop élevé. Bien sûr, il faut comparer avec les ratios par rapport à la protéine. Si vous avez des taux de calcium qui sont plus faibles et des taux de phosphore qui sont légèrement plus faibles que nos croquettes, mais vous avez un taux de protéines qui est beaucoup plus faible, ça veut dire que pour chaque portion de protéines ingérée, vous allez avoir beaucoup plus de phosphore et de calcium ingéré. Donc, et ça, c'est pas forcément bon. À partir du moment où on sort de ce qu'on a naturellement, et moins on a en plus de phosphore et calcium naturel, plus on va se retrouver avec des minéraux inorganiques qui ont été rajoutés. C'est potentiellement ceux-là qui peuvent poser problème en plus. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour du coup sur les questions d'Alexandra. J'espère que voilà, elle aura tout et je reste disponible de toute façon à tout moment si quelqu'un me pose une question, vous décrochez votre téléphone, vous m'appelez et je suis là effectivement pour vous répondre à toutes vos questions. Merci à tous ceux, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et qui commentent, hein, ça me fait plaisir, hein, même en pleine journée comme ça, de voir qu'il y a des gens qui nous suivent. Donc vraiment un grand merci à vous. J'ai après Sébastien Seb qui m'a posé plusieurs questions et la première question qu'il m'a posée, je lis, hein, j'ai mes notes à côté, il me dit doit-on absolument respecter les doses de croquettes journalières pour un chat comme indiqué sur vos paquets, ou alors j'ai pu lire qu'ils se régulent d'eux-mêmes et du coup on peut leur mettre leurs croquettes à volonté par portion régulière, environ 20 grammes à chaque gamelle lorsqu'ils ont fini. Au dos du sac et ce qu'on met sur notre site, ce sont des doses indicatives. Ça représente un point de départ journalier qu'il faut ajuster toujours en fonction de vos observations sur votre chat, votre chien. La ration idéale de nos croquettes, ça va être la ration qui va permettre à votre chien, votre chat de retrouver ou maintenir, si on doit maintenir, une apparence svelte. S'ils ne sont pas gras, pas maigres, vous êtes sur la bonne ration. Si un chien, un chat a tendance à être légèrement maigre, vous êtes trop faible. S'il a tendance à légèrement prendre du gras, vous êtes trop élevé. Donc c'est vraiment ça qui est le plus précis. On pourrait faire des calculs savants toute la journée, ce ne sera jamais aussi précis que d'ajuster en fonction de vos observations. Donc c'est vraiment ce qu'il faut faire le plus, c'est ajuster en fonction de vos observations. Ça c'est le premier point. Après, je ne suis pas un fan de laisser l'alimentation à disposition en permanence sans la réguler, puisque la majorité pour des chats, parce que la majorité des chats sont stérilisés
Et la stérilisation, comme je l'ai dit au début, voilà, a un impact hormonal. Et la lipoprotéine lipase, qui n'est plus inhibée par les hormones sexuelles, va augmenter, plus elle est activée, la lipoprotéine lipase, plus elle va avoir un impact indirect sur la sensation de faim et augmenter la sensation de faim. Et donc les individus stérilisés ont tendance à légèrement surconsommer au fur et à mesure de l'âge. Pour moi, alors ça reste un compromis, il n'y a rien de parfait. Mais c'est vrai que pour moi le meilleur compromis c'est un repas le matin, un repas le soir et ne pas laisser à volonté, parce que si on laisse à volonté, on va empêcher l'insuline entre les repas, entre les prises alimentaires, de bien pouvoir redescendre. Et c'est le principe du grignotage en fait, c'est pareil chez les humains, plus on a de grignotage, plus on empêche l'insuline de bien redescendre entre les repas, plus l'insuline est présente dans l'organisme, plus on y devient résistant. Et plus on y devient résistant, plus on va avoir les problèmes de l'hyperinsulinémie. Alors, on n'est pas rendu là sur nos croquettes, mais en tout cas, le principe de nos croquettes faibles en glucides, c'est d'avoir le moins d'impact notamment sur l'insuline. Et si on fractionne les repas et on enlève ce grignotage, on a encore plus d'intérêt, on régule encore mieux l'insuline à long terme. Donc pour moi, il ne faut pas se priver de ça, sachant que souvent on entend l'argument de dire oui mais les chats dans la nature vont manger tout le temps plein de proies dans la journée et ils mangent régulièrement. Ça dépend s'ils arrivent à chasser une proie ou pas. Il y a certains chats, si vous prenez les félins, vous prenez les servals qui loupent souvent ces proies et ils ont des périodes de jeûne. Donc plutôt que de varier tout le temps 3 repas un jour, 4 repas un jour, un repas l'autre jour suivant, 0 repas après, voilà, et de faire ces variabilités qu'il y a naturellement. Pour moi, le 2 repas par jour, un repas le matin, un repas le soir est un bon compromis. C'est pas parfait, mais c'est un compromis en fonction du fait que on a un chat qui est en intérieur, qui a accès à l'alimentation dans une gamelle, c'est pas pareil que d'aller chasser. Et donc ça me paraît le meilleur compromis. Après, faut faire aussi en fonction de vos chats. Donc si vous avez des chats qui se comportent différemment, vous bien sûr adapter en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour votre animal. Et après, alors Sébastien Sem m'a posé une autre question et en me disant on entend de plus en plus de propriétaires faisant part que leur chat développe une allergie alimentaire, gonflement des lèvres inférieures, grattage, perte de poils, dû principalement aux protéines animales. Certaines marques développent des croquettes dites hypoallergéniques par éviction de certains aliments dans leurs croquettes. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, la protéine est impliquée puisque la protéine. Alors attention, quand vous avez de la protéine dans une alimentation et les intolérances sont souvent liées. Et en fait, là, on parle de réaction allergie, c'est plutôt en fait de l'intolérance alimentaire. L'intolérance liée à la protéine, c'est ce qui se passe le plus régulièrement et c'est ce qui arrive quand vous avez de la porosité intestinale. Si je schématise, vous avez les intestins d'un chien, d'un chat qui sont poreux et en fait qui laissent la protéine non digérée passer à travers la paroi intestinale et ça provoque des réactions puisque la protéine non digérée ne devrait pas passer sous cette forme-là et on se retrouve avec des stockages. Ça devient une toxine pour l'organisme en fait, en gros, et ça provoque des réactions d'inflammation. Pour moi, enlever la protéine de l'alimentation, donc adapter l'alimentation à cette déficience intestinale, c'est gérer le symptôme, mais ça ne s'occupe pas de la cause du problème. Et ce faisant, le problème, c'est qu'on va se retrouver avec du coup une alimentation qui ne correspond pas forcément à une alimentation adaptée à long terme pour le chat. Pour moi, le chat, en tant que carnivore, doit avoir une alimentation majoritairement à base de protéines, de gras animal. Et si on enlève la protéine pour gérer les symptômes de porosité intestinale, mais qu'on ne les traite pas, pour moi, ça pose problème. Mais effectivement, c'est vrai que la protéine est liée dans ces symptômes d'intolérance. Et on peut avoir ça sur nos croquettes, on peut avoir ça sur tout type de croquettes, sur tout type d'alimentation quand on contient de la protéine. Et c'est pour ça que l'alimentation hypoallergénique vétérinaire est souvent une alimentation qui est très faible en protéines et qui va finalement contenir des protéines hydrolysées ou des isolats de protéines qui sont prédigérés et qui, même s'il y a des soucis au niveau de porosité intestinale, ne vont pas créer ça. Ça ne marche pas à tous les coups.
mais ça peut fonctionner. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est bien marqué sur les sacs qu'il y a une durée d'utilisation recommandée, parce que c'est là pour gérer un symptôme, c'est pas fait pour s'occuper de la cause, c'est fait pour gérer un symptôme le temps qu'on s'occupe de la cause du problème. Mais il faut faire attention quand on part dans cette démarche d'adapter l'alimentation à une déficience. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel moi je ne pars pas, je ne veux pas proposer de l'alimentation qui est là pour gérer un symptôme, mais qui serait problématique à long terme si on le donnait en permanence. Donc je veux pas faire enfin en tout cas selon moi, je veux pas faire ce genre de choses. Alors il me demandait ce que j'en pensais et j'ai l'information. Des retours clients sur ce sujet. Oui, j'ai eu des retours clients. On a eu des fois nos croquettes ne fonctionnent pas et effectivement du fait de la condition, il faut régler la condition. Par contre, c'est vrai que en mettant quelque chose une démarche globale, holistique, de ne pas donner des choses qui peuvent perturber, qui peuvent créer de la paroi intestinale. On arrive en général à inverser les choses, ça peut prendre du temps, mais effectivement, de prime abord, si vous mettez nos croquettes directement sur un chat qui a une grosse porosité intestinale, ça peut ne pas passer. Des fois ça passe, je ne sais pas s'il y a vraiment des porosités intestinales dans ces cas-là, mais effectivement, c'est mieux pour moi de faire attention quand on a un terrain comme ça, dit allergène, d'intolérance à la protéine. Il faut faire attention à ça, effectivement. Et dernière question, on est toujours sur les questions de Sébastien Seb, il me demande est-il préférable de ne donner que des croquettes à mon chat, ou alors puis-je donner un complément d'alimentation humide, environ 30 grammes par jour, sachant que l'on entend que la nutrition humide apporte un complément en eau. Alors, comme je le disais au début de cette vidéo, de toute façon, on peut, le complément en eau, si on veut le rajouter dans l'alimentation, on peut juste rajouter de l'eau aux croquettes et ça en fait une alimentation humide. Donc il n'y a plus vraiment d'intérêt. Et la réalité des choses, c'est que moi, je remarque que si l'eau qu'on rajoute dans les croquettes ou qu'on rajoute, et ça, c'est ce qu'on va se retrouver à finalement ne pas changer la quantité d'eau consommée globalement par le chat. Alors, je parle sur nos croquettes, ce que j'ai pu voir sur nos croquettes. Je ne peux pas parler de ce qui se passe sur d'autres types d'alimentation. Mais sur nos croquettes, effectivement, qu'on rajoute ça, on va avoir effectivement l'eau qui va être ajoutée sur les croquettes va être bue en moins et inversement, si on ne rajoute pas d'eau, on va avoir une quantité d'eau bue en plus. Et c'est ce que j'ai montré, moi j'ai publié un article sur notre site qui s'intitule Prise d'eau avec Mickey référent chat. Je l'ai mesuré sur les deux petites chattes et j'ai montré qu'elle buvait autant d'eau que des chats nourris avec de la nourriture humide. C'est l'étude de Buckley et al qui montrait une prise d'eau de 30 ml par kilo de poids par jour. Et je suis tombé exactement sur cette valeur-là sur mes deux petites chattes qui mangent uniquement des croquettes. Donc pour moi, par rapport à l'eau, il n'y a pas réel intérêt, en tout cas sur nos croquettes, de rajouter l'humide. J'aurais pu, moi, faire de l'humide, je pourrais en proposer des boîtes, des choses comme ça. Mais pour moi, il n'y a pas réel intérêt par rapport à ça, puisque tout ce qui est dit, en tout cas sur nos croquettes, ça ne se vérifie pas. Donc si jamais vous avez vu sur nos croquettes qu'il y avait une différence, et que réhydrater changeait la quantité d'eau totale d'eau, franchement, faites-moi un retour par rapport à ça. Je changerais, effectivement, je dirais que non, ça peut se voir dans certains cas, mais en tout cas, moi je ne l'ai pas vu sur tous les cas que j'ai documentés, je ne l'ai pas vu. Et donc voilà. Et l'autre chose, c'est que on parle d'humidité par rapport aux problèmes rénaux dans la prévention des reins, mais la réalité, c'est que l'humidité ne fait pas de différence pour la prévention des problèmes rénaux. Si on prend l'article, je vais le reprendre, mon article sur l'insuffisance rénale que j'ai publié. C'est l'étude de Finch et al, c'est ça, qui a été fait en 2015, qui a montré que si on prend des chats souffrant d'insuffisance rénale et des chats ne souffrant pas d'insuffisance rénale, on regarde leur taux d'hydratation cellulaire, on a la même chose, donc même hydratation des deux côtés. Donc ce qui montre qu'il n'y a pas vraiment de relation avec l'hydratation. Je pense qu'il y a une grosse confusion entre l'insuffisance rénale qui est ponctuelle et sévère, qui est due à une déshydratation sévère, et donc ce qui peut arriver quand un chat n'a pas accès à de l'eau ou quand un humain n'a pas accès à de l'eau dans le désert. Et donc là, on va arriver en insuffisance rénale ponctuelle sévère due à un manque d'eau
mais peut-être une sous-hydratation chronique ne va pas avoir de lien, ou sur la fonction rénale, si elle est faible, c'est pas ça qui va changer. Et globalement, si on laisse un chat avoir accès à de l'eau, faut encore qu'on me démontre que si un chat a accès à de l'eau, il va être en déshydratation. Parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas eu de ça. On dit qu'il peut y avoir différentes choses comme ça, mais sur certains types d'alimentation, plutôt l'alimentation plus riche en glucides, ça a été parfois montré. Moi, c'est pas ce que j'observe en tout cas avec nos croquettes ou des chats qui vont manger plus de choses. Mais dans tous les cas, on peut rajouter de l'eau sur les croquettes pour en faire une alimentation humide, et il n'y a pas, pour moi, donc du coup, il n'y a pas d'intérêt par rapport à ça. Et en plus, ça évite d'avoir des perturbations d'équilibre. Selon moi, j'ai fait un équilibre sur nos croquettes qui, je pense, va être le mieux, notamment par rapport aux protéines, matières grasses. Si on rajoute quelque chose en plus, peut-être qu'on va changer cet équilibre. Moi, je trouve ça dommage par rapport à mon point de vue, forcément, puisque j'ai fait un équilibre particulier sur nos croquettes et j'ai voulu qu'il soit comme ça. Donc 2,5-3 fois plus de protéines par rapport à la matière grasse. Et je trouve ça dommage de rajouter une alimentation humide sous le principe que ça va peut-être aider par rapport au rein, alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est pour ça que voilà, je ne conseille pas de rajouter de l'alimentation humide en plus. D'autant plus que dans cette alimentation, peut-être qu'il y aura des ingrédients que moi j'ai volontairement exclus des croquettes parce que je pensais que c'était pas bon d'avoir. Voilà. Des matières grasses végétales par exemple. Je pars du principe qu'un carnivore ne doit pas manger des matières grasses végétales. Donc c'est vrai que c'est un peu bête d'en retrouver dans l'alimentation qui est rajoutée à côté. Voilà. Alors je vais regarder vos commentaires un petit peu, j'ai du mal à suivre les commentaires et, euh, et à répondre en même temps, mais si j'ai Sophie qui me demande, mais si les chats sont des petits buveurs, s'ils mangent que les croquettes en général. Moi, ce que je vois, c'est que sur un chat qui est un petit buveur, pour moi, il boit en fonction de ses besoins en eau. Et en général, quand on rajoute, mais vous pouvez faire le test, hein, vous pouvez me dire, faire un retour, si vous rajoutez de l'alimentation humide et que vous voyez que l'eau globale consommée par votre chat change, pourquoi pas. Mais la réalité des choses, c'est que probablement ce que vous allez observer, c'est que vous allez rajouter une alimentation humide en plus de vos croquettes et que ça va empiéter sur la partie de boisson de votre chat. Est-ce que vous aurez réellement changé la quantité d'eau? Ça reste à déterminer. Vous pourrez me faire un retour si jamais vous voyez ça. Mais en tout cas, moi sur nos croquettes, c'est pas ce que j'observe. J'observe que c'est juste que ça change, et de toute façon, les chats vont boire en fonction de leur soif dans tous les cas. Hein. Donc, puisque l'alimentation humide ne peut pas on va toujours avoir une soif supplémentaire en plus de l'alimentation humide qui ne peut pas répondre d'elle-même aux besoins en eau, sauf si elle est extrêmement élevée, et là on est en dehors de ce qu'on peut trouver naturellement dans des proies, qui nous entourent 70% d'humidité. Si elle est extrêmement élevée, peut-être que pour le chat n'a pas besoin de boire en plus, mais la plupart du temps, quand vous rajoutez de l'humide, vous allez en fait prendre la partie de la boisson qui va être réduite, et vous allez toujours avoir une partie de boisson mais qui va être réduite, et vous n'aurez pas changé, et votre chat va être encore plus un petit buveur. Donc voilà, c'est ce que j'observe la plupart du temps. Mais n'hésitez pas à me faire un retour si jamais vous, sur votre chat, c'est pas ce que vous observez. Donc, je suis preneur. Hein. Petit Sophie. Oui, mais quand j'ai un chat qui préfère la pâtée, c'est compliqué de se limiter aux croquettes. Ça, c'est. Voilà. Mais après, le souci, faites attention, parce que c'est vrai que c'est facile de rajouter des textures de goût pour que le chat, le chien se jette sur une alimentation, ou alors qu'il y ait du sucre naturel dedans qui va avoir un côté addictif et le chat va jeter dessus. Est-ce que c'est meilleur pour sa santé? C'est pas forcément le cas. C'est comme quand un enfant se jette sur des bonbons, c'est pas forcément meilleur pour sa santé. C'est pour ça. Mais pourtant, le côté addictif est là, et donc il va se jeter dessus. Donc attention sur certaines composantes qui peuvent être dans l'alimentation animale, qui fait que on va avoir un chat, un chien qui va se jeter sur l'alimentation et qui va préférer une certaine alimentation. C'est pas forcément celle qui est meilleure pour lui.
Alors Michel Clément, le maire vient de poser une question et me dit une petite question sur les croquettes référence SVP. Pourquoi dans la formulation il n'y a pas de viande de bœuf, s'il vous plaît? Il n'y a pas de viande de bœuf, il n'y a pas de viande de bœuf parce qu'au moment où on l'a fait, on n'avait pas d'approvisionnement, j'avais pas accès à d'approvisionnement de bœuf suffisamment qualitatif. Et c'est vrai que faudrait que je redemande si effectivement c'est toujours le cas ou si on arrive maintenant à se procurer de la matière première de meilleure qualité, si les fournisseurs ont un peu augmenté la qualité du bœuf. Et c'est la principale raison pour laquelle on a uniquement du poulet et de la dinde dans nos croquettes en termes de protéines, hein, pas en termes de gras. En termes de gras, on a aussi le canard. C'est que c'est les matières premières où il y a le plus de qualité disponible par rapport à d'autres sources de protéines où il y a des qualités, notamment des désossages qui sont mauvais. Donc ça c'est problématique pour moi d'avoir un désossage qui est mauvais. Comme j'ai dit au début de ce live, bah, je me suis orienté vers ce qui était le plus désossé possible. Sachant que bon, l'intérêt est minime puisque à partir du moment où on est sur une protéine animale, on est sur une protéine qui est complète, où on va avoir les acides aminés qui sont plutôt bien équilibrés. On publie d'ailleurs hein, sur notre site les aminogrammes de nos croquettes, donc les profils d'acides aminés. Donc tout le monde peut les voir, hein, ils sont analysés. Et donc on a effectivement un bon équilibre entre les acides aminés. À partir du moment où on a ça, rajouter une autre source de protéines animales, ça peut être intéressant, mais c'est pas aussi intéressant bien sûr que si on doit compléter une déficience sur la protéine végétale par exemple, où vous avez des grosses variabilités entre les différents acides aminés et on est obligé de compléter plusieurs sources de protéines végétales pour pouvoir avoir quelque chose de plus ou moins complet. Donc c'est ça le souci. Pour l'écologie, alors c'est mon copain chien qui me dit pour l'écologie aussi, le bœuf consomme beaucoup d'eau. Oui et non, ça consomme moins d'eau que par exemple les productions de lait d'avoine et choses comme ça. Donc, c'est lait d'amande et choses comme ça qui consomment encore plus d'eau que le bovin. Et le bovin souvent consomme de l'eau qui vient de l'eau de pluie et en fait, c'est pas de l'eau qui est pompée dans le sol comme sur la production de maïs ou de choses comme ça. Sachant que la majorité des bovins sont nourris en grande majorité de fourrage et de déchets d'alimentation produite pour l'humain, mais qui ne vont pas être consommés par les humains et qui ne peuvent pas être consommés. Donc c'est vrai que c'est intéressant. On pourrait penser que le bœuf est souvent pointé du doigt comme étant problématique au point de vue écologique. C'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, on peut produire du bœuf qui est positif au niveau carbone. Ça veut dire que pour 1 kg de bœuf, il est possible d'avoir du CO2, de l'équivalent CO2 enlevé de l'atmosphère pour 1 kg de bœuf. C'est pas le cas toujours, bien sûr, mais c'est possible d'avoir une production comme ça qui est co-responsable du bœuf sur les élevages herbagers, des choses comme ça, ou donc c'est différents types d'élevage. J'ai publié un article sur l'impact environnemental des viandes dans les croquettes et qui est sur notre site aussi où j'explique tout ça. Donc voilà, donc si quelqu'un est intéressé, il peut aller voir, c'est un article. Et j'explique succinctement, de toute façon, dans les croquettes, vous avez que des parties de viande qui ne sont pas utilisées dans la consommation humaine. Donc en fait, même si on enlève cette consommation de viande dans les croquettes, ça ne va pas changer la production de viande au total puisque la viande est produite pour les humains. Donc en fait, on ne va pas avoir d'impact supplémentaire en enlevant, en n'utilisant pas une protéine qui est déjà disponible finalement pour les croquettes. Donc c'est pour ça que enlever la viande d'une croquette n'est pas du tout d'un intérêt sur le plan écologique. Alors je regarde si vous avez d'autres questions et puis sinon je vais reprendre les questions. Alors j'ai une question qui m'avait été posée de Delphine. On va dépasser parce que on est 15h54, on va dépasser un petit peu plus.
Je voulais reposter cette vidéo sur... De toute façon, elle sera en replay. Je voulais la reposter sur YouTube, effectivement, pour que les gens qui n'ont pas pu voir la voient après. Mais je voulais pas qu'elle soit trop longue non plus. Mais bon, je vais bien la chapitrer, comme ça les gens pourront voir. Delphine Leroy 59 qui me dit s'il y avait un changement de lieu de fabrication, entre parenthèses Angleterre, je crois, serions-nous informés ou d'autres changements concernant vos croquettes? Oui, bien sûr. Sur notre site, j'ai une page dédiée à la fabrication de nos croquettes où je mets l'usine qui fabrique nos croquettes. Et de toute façon, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais sur un dos du sac, un sac de croquettes, vous avez le numéro d'agrémentation de l'usine. Donc s'il y a un changement, vous voyez un changement du numéro d'agrémentation de l'usine qui ne peut pas rester le même si on a changé d'usine. Donc ça, toutes les usines qui produisent des croquettes vont mettre leur numéro au dos des croquettes. Donc s'il y avait un changement, moi je suis très transparent par rapport à la fabrication de croquettes, donc il y a la page complète où on met que c'est fabriqué chez Japan Food Partner et les raisons pour lesquelles on fabrique chez Japan Food Partner. Et c'est vrai que je mets un point d'honneur à ce que tous les gens qui prennent nos croquettes savent exactement s'il y a un changement ou pas. Donc ça c'est marqué en gros sur notre site, la fabrication des croquettes. Et d'autre part, par d'autres changements concernant vos croquettes, je mets un point d'honneur là aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a toujours marqué V2.4 sur nos croquettes actuellement, et ça veut dire tout simplement version 2.4. Et à chaque fois que j'ai fait un changement dans la composition de nos croquettes, on avait passé par la version 1, la version 2, la version 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Et donc je change le nom. Donc par exemple, s'il devait y avoir un changement, on passerait en version 2.5 peut-être ou version 3 de nos croquettes. Et donc on reste sur la version 2.4. Ça veut dire qu'on reste sur la même composition et que la composition reste inchangée, que tout est la même chose. Et à chaque fois que j'ai fait un changement de version, un changement, par exemple qu'on est passé de la version 2.3 au 2.4, à chaque fois qu'il y a eu un changement comme ça, je mets un point d'honneur, je mets un article sur notre site internet qui explique les changements qui ont eu lieu dans la composition de nos croquettes. Donc bien sûr que le moindre changement, ça je l'informe, j'essaie d'être le plus transparent possible par rapport à ça, sachant que je sais que voilà, c'est pas le cas toujours des croquettes où on peut y avoir des changements et on ne sait pas qu'il y a eu un changement et on peut voir. Mais moi, je fais très attention effectivement à bien mettre et c'est pour ça qu'il y a ce fameux V2.4 qui est pas forcément qui des fois prête à confusion dans le titre de nos croquettes, mais c'est pour ça qu'il y a ce fameux V2.4. Donc voilà. Je regarde un peu vos commentaires et après je vais arriver au gros des questions qui m'ont été posées. J'ai Kevin Berkan qui m'a qui m'a mis un bon bloc de questions et notamment voilà, une partie. Donc ça va me prendre un petit peu de temps. Je regarde si vous avez... Alors oui, je remonte. Je vois Michel Clément Lemaire qui me dit et qu'appelez-vous viande de consommation humaine? C'est viande d'origine propre à la consommation humaine. Une fois qu'une viande met le pied sur une usine de fabrication de croquettes, elle devient légalement impropre à la consommation humaine. Donc toutes les parties viennent d'éléments propres à la consommation humaine à la base, mais après elles sont transformées. Et à partir du moment où elles sont transformées, elles rentrent sur une usine de transformation qui est destinée à l'alimentation pour chien ou chat, par exemple. Du coup, on a une viande qui devient légalement impropre à la consommation humaine. Et ça ne veut pas dire qu'à l'origine, elle ne l'était pas. Parce qu'on ne peut pas renvoyer une viande qui est allée sur le sol d'une usine pour la fabrication d'alimentation pour chiens et chats et la faire repartir sur une usine d'alimentation humaine. Ça ne se passe pas comme ça, donc légalement elle devient propre à la consommation humaine. Donc quand on dit sur notre site, c'est pour ça qu'on met d'origine propre à la consommation humaine. Donc on met voilà, des choses qui à la base pouvaient être consommées. Et je vous invite à du coup aller voir sur notre page nos ingrédients sur notre site amikinos.fr. Vous avez le détail de tous les ingrédients. J'ai listé tous les ingrédients qu'on utilise avec les photos. J'ai demandé de choper toutes les photos de chaque ingrédient qu'on utilise pour que vous puissiez voir réellement tel qu'utilisé, voilà l'ingrédient et que vous ayez un visuel. Et j'ai expliqué le plus, le négatif de chaque ingrédient, pourquoi on l'a choisi, pourquoi j'ai fait ce choix-là en fait dans nos compositions. Donc vous pouvez voir tout ça. Donc je vais repasser
à mes questions qui m'ont été postées avant ce live. Et j'arrive effectivement sur Kevin, les questions de Kevin, qui me dit je serais intéressé par plusieurs sujets pour un prochain live, notamment autour de l'hygiène intestinale. Comment a-t-elle été conçue? Quelle est son efficacité? Son efficacité a-t-elle été validée? Et sur quoi repose l'affirmation qui dit, extrait de notre protocole de transition, qui dit si vous constatez une forte réaction, sel molle, sel diarrhéique, vomissement avec hygiène intestinale, c'est que votre chat est parasité. Sur quelle base peut-on affirmer cela de manière fiable? Alors, comment a été fait hygiène intestinale? Hygiène intestinale était conçue par c'est un de nos produits, un de nos compléments alimentaires qui a été conçu par un laboratoire avec lequel on travaille depuis longue date, qui est spécialiste des plantes pour les chiens et les chats. Moi, je suis absolument pas spécialiste des plantes. Donc j'ai trouvé les personnes, on a trouvé les personnes avec lesquelles on voulait travailler pour avoir des produits alternatifs. Hygiène intestinale est conçu par un laboratoire spécialiste des plantes pour les chiens et les chats. Son efficacité a-t-il été validée? Oui. Alors, pas de façon scientifique avec une publication sur PubMed, non, absolument pas. Par contre, voilà, c'est les retours de nos clients et nous, l'utilisation sur nos chiens, nos chats, sur lesquels on a vu l'efficacité. Et il faut savoir que moi, sur un produit qui n'est pas efficace, je le retire, je le vends pas. C'est pas comme ça que je vois les choses. On avait un produit par le passé qui s'appelait Protection Articulaire, qui est un complément alimentaire pour les articulations, qui fonctionnait bien. Mais j'ai eu des retours notamment d'une cliente qui a utilisé le produit, le Chondroséan de chez Nutrixial, qui est un complexe de glucosamine et chondroïtine. On l'a comparé l'efficacité de notre produit protection articulaire. Et même si protection articulaire, notre produit était efficace, on avait un surplus d'efficacité sur ce produit de chez Nutrixial, le Chondroséan. Du coup, à la suite de ça, on a pris la décision d'arrêter notre produit protection articulaire. Et actuellement, si quelqu'un m'appelle pour me demander ou m'envoie un email pour me demander qu'est-ce que je fais pour un chien, un chat qui a des soucis articulaires, bah, en tout cas au niveau de nutrition, je conseille de tester voilà, le Chondroséan de chez Nutrixial parce que j'ai vu qu'il était plus efficace. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses, on voit par rapport au retour et c'est comme ça qu'on teste les choses. Par rapport voilà, l'affirmation qu'on a par rapport à les fortes réactions, simplement aussi ce qu'on a observé, tout simplement. Et c'est ce qui nous a été expliqué aussi par le responsable du laboratoire qui nous fait hygiène intestinale. Donc effectivement, c'est des choses qu'on a pu observer à maintes reprises et qu'on voit qu'effectivement que la plupart du temps, quand il y a des parasites intestinaux, on peut avoir des réactions quand il y a une forte présence parasitaire. Donc voilà, c'est aussi ça. Et après, il enchaîne sur un autre sujet qui l'intéresse beaucoup par rapport aux oméga 3, aux EPA et DHA, dans la prévention et l'accompagnement de la maladie rénale chronique, donc elle est MRC. Il dit, j'ai lu plusieurs études montrant des effets bénéfiques sur la santé rénale, notamment chez les chats âgés. Je sais que vous êtes alerté sur les risques d'un excès d'oméga 3, mais serait-il préférable de viser juste un équilibre plutôt qu'un apport relativement bas, surtout dans un objectif de prévention? Alors il faut savoir que ces deux choses, la prévention et la gestion de symptômes une fois qu'on a une insuffisance rénale, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est vrai que par rapport aux EPA et DHA, j'avais pas forcément lu de choses par rapport à ça. Moi, la démarche que j'ai fait dans Croquette, c'était de dire les EPA et DHA, ce sont des oméga 3 et ce sont les oméga 3 de type animal qu'on retrouve dans toutes les matières grasses animales en petite quantité et dans la matière grasse animale de poisson, on les trouve en plus grande quantité. Donc la seule façon d'avoir des forts taux d'oméga 3, d'EPA et DHA, donc d'oméga 3 de type EPA et DHA, c'est d'utiliser des graisses de poisson dans les croquettes. Le problème, c'est que alors déjà, c'est pas quelque chose que mangeraient naturellement les carnivores, nos carnivores domestiques qui descendent de lignées qui ne consommaient pas de poisson, qui ne pêchaient pas. Donc si moi je me base souvent je prends un exemple sur la nature, et c'est vrai que c'est pas logique de dire le chien, le chat a besoin des forts taux d'oméga 3
sachant que la seule façon qu'ils pourraient le consommer, ce serait avec du poisson, enfin les d'EPA et DHA particulièrement, les alpha-linoïques acides qui sont l'autre type d'oméga 3, mais d'oméga 3 de type végétal, on les retrouve dans la matière grasse végétale. Donc les oméga 3 de type animal, la seule façon de les consommer en grande quantité, c'est avec de la matière grasse de poisson. Ce que les canidés et les félins globalement ne consomment pas en grande quantité. Pas comme un ours par exemple. Un ours qui va pêcher, qui va choper un saumon, va avoir, je suppose, je n'ai pas étudié le régime alimentaire de l'ours, mais va avoir effectivement des apports en oméga 3 dans son régime alimentaire plus élevés. Et donc, moi j'ai voulu rester sur, ça me paraissait illogique d'avoir ça. Et souvent, on voit que les études qui montrent un effet bénéfique des EPA, DHA sont sur un type d'alimentation qui est bien différente d'une autre, avec beaucoup moins riche en protéines, beaucoup plus riche en glucides. Et pour moi, les oméga 3 dans ces cas-là sont un peu utilisés comme un cache-misère pour rectifier des choses qui étaient induites par un équilibre pour moi qui n'est pas idéal. Voilà, c'est mon point de vue. Et le souci aussi, c'est que je voulais pas de matière grasse de poisson en permanence dans la croquette, parce qu'on la donne tous les jours à répétition. Et c'est vrai que le souci quand on fait ça, c'est que on a malheureusement maintenant des poissons qui sont contaminés par des métaux lourds et autres choses, et les poissons gras, je parle. Et malheureusement, pour moi, c'est un peu exclure de mettre ça dans une alimentation qu'on va donner tous les jours. C'est pour ça que d'ailleurs sur les recommandations pour la nutrition humaine, on recommande de ne pas consommer du poisson gras plus d'une fois par semaine, ou une ou deux fois par semaine. À cause de ça, des contaminations, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc du coup, pour moi, c'est pas bien de donner ça en permanence. Si maintenant sur un chat qui a une maladie rénale et que les oméga 3 peuvent être un bénéfice supplémentaire lorsqu'on a une maladie rénale déclarée, pourquoi pas. Voilà, ça peut te supplémenter, c'est facile de supplémenter, on rajoute un petit peu d'huile de poisson et voilà. Bon, c'est à voir, je peux pas en dire plus par rapport à ça. Et puis Kevin après me dit, voilà, je permets de vous partager ci-dessous l'extrait d'un message structuré issu d'un groupe sérieux de conseils sur l'IRC, donc l'insuffisance rénale chronique du chat, et j'aimerais savoir vos avis et sur ces recommandations. Alors d'une part, il dit, commençons sur la base du principe de la charge nutritionnelle d'un animal atteint de MRC, l'eau. Il est fondamental pour éviter un maximum de déshydratation induite par la polyurie, urine abondante. Alors ça, on est déjà sur un stade 3 ou supérieur de... Donc là, on est sur des guidelines, sur des conseils qui ont été donnés pour gérer l'insuffisance rénale. Encore, on n'est pas dans la prévention, on est sur la gestion d'insuffisance rénale déclarée. Et donc là, on est sur un stade 3 ou supérieur, puisqu'on est sur des individus qui sont symptomatiques. Et donc si effectivement il y a de la polyurie, donc des urines abondantes, le chat aura plus tendance à se déshydrater, mais pour moi, normalement, il devrait aussi avoir une sensation de soif plus exacerbée, donc de lui-même plus boire. Donc ils disent de mouiller les croquettes. Oui, bien sûr, on peut mouiller la croquette, comme je l'ai dit, donc du coup, pour faire une alimentation humide à partir d'une croquette, donner de la pâtée ou donner une ration ménagère. Est-ce que réellement on va changer la quantité d'eau consommée par le chat en faisant ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est possible. Donc ils disent aussi par contre donner des courgettes pour augmenter la quantité d'eau consommée, parce que les courgettes, effectivement, comme tous les légumes verts, sont très chargés en eau à plus de 90%. Mais autant rajouter de l'eau dans ces cas-là, juste de l'eau. Et après, donc on est toujours sur la gestion de symptômes, ce groupe-là, partager voilà, les recommandations par rapport à la protéine. Et la citation disait, il existe de nombreux débats au sein de la même communauté scientifique concernant la restriction ou la non-restriction de celle-ci par rapport à la protéine. C'est vrai, il y a des vétérinaires nutritionnistes qui vont dire pour un chat en insuffisance rénale, il faut restreindre la protéine, d'autres non, pas du tout. Donc il y a effectivement un débat par rapport à ça. Il y a un vrai débat. Et c'est pas effectivement, donc là dans la gestion de symptômes d'insuffisance rénale, comme j'expliquais par rapport à l'urée, des choses comme ça, certains disent non, c'est encore plus problématique de descendre la protéine plutôt que de laisser la protéine. En descendant la protéine, on va augmenter la quantité de glucides et on va potentiellement augmenter les risques d'hyperglycémie qui sont détrimentaires des reins. Donc voilà, c'est effectivement il y a toujours débat par rapport à ça.
J'ai pas lu toutes les publications scientifiques qui étaient citées dans la chose. Bon, je suis globalement assez d'accord avec ce qui est dit. Faut voir ça. Et il dit il est d'ailleurs souvent difficile de faire la part entre l'apport en protéines et l'apport en phosphore, puisque les deux sont étroitement liés. Effectivement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les viandes, donc source de protéines, vont être aussi un apport en phosphore. Donc savoir qu'est-ce qui pose problème par rapport aux autres choses, voilà, c'est difficile. Donc je suis assez d'accord avec ça. Et après on passe sur le phosphore justement, et c'est là où, toujours pas dans la prévention mais dans la gestion de symptômes, on dit la réaction de phosphore a prouvé plusieurs fois son efficacité dans la gestion des maladies rénales chroniques. Dans le premier lien qui m'a été envoyé sur PubMed par rapport à une étude par rapport à ça, j'ai juste accès à l'abstract, j'ai pas accès à l'étude malheureusement totale, car faut payer pour y avoir accès. J'ai juste regardé ce matin avant pour préparer ce live, et j'avais aucune information sur l'alimentation utilisée. Donc je sais pas quel type de phosphore était dans l'alimentation et quelle était l'alimentation. Donc je peux pas commenter par rapport à ça. Peut-être que sur un type d'alimentation, il faut faire attention à ça, peut-être que sur un type d'alimentation, diminuer le phosphore peut aider, mais si vous avez toutes les variables de l'alimentation qui jouent, on n'a pas le même taux de protéines, pas le même taux de glucides, pas le même taux de matière grasse, et que le phosphore varie aussi, bah on a des mal à démêler qu'est-ce qui a fait quoi, et on peut voir une différence. Mais est-ce que c'était lié, et est-ce qu'on a un bénéfice du phosphore dans le cadre de l'alimentation avec ses teneurs en protéines, matières grasses, etc. Ou est-ce que ça va se transférer généralement sur tout type d'alimentation, peu importe les autres taux, si on baisse le phosphore, on va voir ça. Donc je peux pas, j'ai pas eu accès, donc je peux pas voir. Il y a une deuxième publication qui a été partagée, et là en montrant que une alimentation rénale avait un impact bénéfique plutôt que de l'alimentation habituelle. Là encore dans l'étude, le plus gros problème c'est que on n'a pas juste le phosphore qui a changé en fait entre les deux types d'alimentation. Vous aviez une alimentation entre les deux groupes, une alimentation rénale à 14% de protéines, une alimentation à 25% de protéines de l'autre côté. Vous aviez une alimentation à 60% de glucides, donc de NA, extractifs non azotés. 60% sur l'alimentation rénale, 53% sur l'autre alimentation, l'alimentation contrôle. Donc c'est pas encore les mêmes taux. Sur le gras, on avait 19 sur l'alimentation rénale, 12 sur l'alimentation en maintenance, ils appellent ça. Donc pareil, on a trop de variabilité. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que passer de cette alimentation en changeant aussi le phosphore, il y a eu un bénéfice sur des chats déjà atteints d'insuffisance rénale. Pour moi, dans tous les cas, c'était extrêmement élevé. C'est de l'alimentation extrêmement élevée en glucides, et qu'on sait ce que peut provoquer ça sur l'insuffisance rénale. Est-ce qu'il n'aurait pas été aussi intéressant de regarder, bien sûr, ce qui pouvait se passer par rapport au phosphore si on avait un taux de glucides beaucoup plus faible et qu'on avait que du phosphore inorganique. Là, je sais pas effectivement organique, pardon. Là, je sais pas si c'est du phosphore organique, si c'est des sels de phosphate ou pas. Donc voilà. Et encore une autre encore une autre publication scientifique, même souci, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variables, donc on ne peut pas isoler le phosphore de toutes les autres variables. Il a fallu que juste le phosphore varie pour savoir si c'était réellement le phosphore qui faisait le bénéfice ou d'autres choses dans l'alimentation. Donc c'est compliqué effectivement de voir ça. Et après, la publication qui a été partagée disait, voilà, donc il est recommandé de ne pas dépasser 1 gramme par mégacal de phosphore chez le chat. Alors je ne sais pas s'il parlait une fois qu'il y a insuffisance rénale ou en temps normal. C'est pas les recommandations du tout qu'on a. Si on prend la FEDIAF, qui est tous les vétérinaires nutritionnistes des grandes marques européennes d'alimentation pour chiens et chats, si on prend l'AFCO aux États-Unis et si on prend le NRC au Canada, on a des recommandations. On n'a pas de recommandations sur les maximums, on a des recommandations sur les minimums. Et les minimums en croissance et en reproduction, c'est
en mégacal. Donc voilà, faut le dire, hein, parce que là, ils ont dit, oui, c'est 1 gramme par mégacal de recommandation. Mais par exemple, la FEDIAF, et je l'ai mis, hein, j'ai écrit un article sur le phosphore récemment, vous pouvez tout voir, voilà, je le mettrai en lien dans la description sur YouTube de cette vidéo. Mais la FEDIAF recommande en croissance ou en production 2,1 grammes par mégacal. Chez les adultes, 0,64. Et sur les adultes et seniors, 0,80. Adultes et seniors, hein, 0,64 en fonction des apports caloriques à 75 kcal par kilogramme. Et à 100 kcal par kilogramme, pardon, et à 75 kcal par kilogramme, on a une recommandation à 0,85. Mais attention, ce sont les minimums. Donc c'est le minimum qu'on doit avoir dans une alimentation pour pas que ça pose problème. Pareil pour... alors l'AFCO recommande, elle, un minimum de 1,25 pour les adultes et seniors. Et en croissance, un minimum de 2. Et le NRC recommande en croissance un minimum de 1,20 et pour les adultes et seniors un minimum de 0,35. Donc c'est pas vrai qu'ils vont dit qu'il est recommandé de ne pas dépasser les 1 gramme, c'est juste que c'est souvent la dose minimale qui est recommandée et au-dessus. Par comparaison, une souris, parce qu'on parle souvent là pour le chat pour le coup, puisque le phosphore n'a pas de lien chez le chien, ça a été montré, il n'y a pas de lien entre le phosphore et l'insuffisance rénale chez le chien, en tout cas au niveau de la cause, donc on n'a pas de causabilité, de lien de causabilité entre le phosphore et chez le chien, c'est chez le chat, donc on fait attention à ça. Mais une souris, pour donner un ordre d'idée, donc sur le phosphore, on est environ à 3,2 grammes par mégacal. Donc ça semble logique qu'effectivement pour un souris de croissance, la FEDIAF recommande 2,1 en croissance et reproduction, ce qui est effectivement en dessous de ce qu'un chat pourrait consommer naturellement, mais c'est le minimum encore une fois, il n'y a pas de valeur maximum recommandée. Parce que de toute façon on ne peut pas isoler un taux comme ça du reste, il faudrait regarder tous les autres taux et voir comment ça correspond. C'est pas possible de dire juste, il recommande juste ça sans voir le reste de l'alimentation. Et après, on nous dit, n'oubliez pas non plus que en parlant de la prévention, on sort de la gestion de symptômes, mais on dit qu'un excès donc ils disent qu'un excès de phosphore, même chez les chats sains, semble augmenter le risque de développement de MRC, en particulier s'il s'agit de phosphore inorganique, pardon. Et effectivement, donc il y a des études qui parle effectivement surtout, et je suis content que au moins ce groupe fasse la distinction, parce que je parle souvent de phosphore organique versus inorganique, et souvent on parle de phosphore, on dit que ce soit tel taux, mais oui, de quel phosphore on parle? Parce que c'est pas équivalent. Et le phosphore naturel organique qui vient de viande ne semble pas avoir du tout le même effet que le phosphore inorganique qui vient de sel de phosphate, par exemple, qui sont des ajouts qui sont mis dans les croquettes. Et donc là, il y avait une première publication qui était publiée. Là, on avait... j'avais pas forcément accès à du coup à l'alimentation, donc je peux pas savoir effectivement, je peux pas documenter par rapport à ça. Moi, ce que je vois, c'est que sur mon article que j'ai publié par rapport au phosphore, en fait, toutes les études scientifiques globalement montrent que on a un souci sur le phosphore chez les chats. Quand on a 3 choses qu'il ne faut pas avoir en fait. Quand on combine toutes les publications scientifiques qui ont montré un problème au niveau du phosphore chez les chats, avaient toujours les mêmes caractéristiques. On avait un taux de glucides très élevé dans l'alimentation, un rapport phosphocalcique, donc calcium-phosphore, qui était inférieur à 1. On avait des apports en phosphore inorganique, comme dans le cas du phosphate monosodique par exemple, donc des sels de phosphate. Et on avait un ratio protidophosphorique qui était très faible, inférieur à 30. Par comparaison, c'est jamais quelque chose qu'on retrouverait dans des proies naturellement consommées par le chat, où on va avoir toujours un rapport phosphocalcium qui va être supérieur à 1,
Si je prends voilà, une souris adulte, c'est 1,38, une souris juvénile, c'est 1,60, un rat sur mulot, on a 1,81, un lapro 1,40, un lapin 1,53. Donc en moyenne, un chat va jamais consommer, ou même les félins de petite taille vont jamais consommer quelque chose avec un rapport phosphocalcique inférieur à 1, ça n'existe pas. Et c'est pas le cas non plus dans nos croquettes où on a sur un rapport phosphocalcique de 1,2. Donc on va pas avoir effectivement quelque chose qu'on va retrouver. Et bien sûr, dans les proies naturellement consommées par les chats, il n'y a pas de sel de phosphate, on n'a pas de phosphore inorganique. Et on n'a pas non plus de ratio produit de phosphorique inférieur à 30. Et on n'a pas non plus de très fort taux de glucides. Donc en fait, c'est à prendre en perspective tout ça, parce que c'est que quand on met toutes ces caractéristiques qu'on montre que on a un impact sur les reins. Donc je vous inviterai bien sûr, encore une fois, à aller lire mon article où j'ai mis tous les détails qui s'intitule vraiment le taux de phosphore dans les croquettes pour chiens et chats, où j'essaie de faire un point complet parce que c'est un sujet qui est souvent vraiment mis en avant et qui est très, très polémique dans les croquettes pour chiens et chats. Donc voilà. La deuxième étude qui a été mise en avant par la publication de Kevin, c'était par rapport à une autre étude, et c'est une étude que j'ai mis dans mon article justement sur le taux de phosphore. Et encore une fois, c'est quand on regarde à l'intérieur, on a un CAP, un ratio calcium-phosphore de 0,6, donc inférieur à 1. Donc ça, encore une fois, ça me montre toujours, on a toujours les mêmes caractéristiques quand on a ça. Et la dernière étude qui a été mise en avant, alors elle ne montre pas elle justifie pas cette valeur de 1 gramme qui a été annoncée. Finalement, il n'y a aucune étude qui justifie cette valeur, je ne sais pas d'où ils la sortent. Mais c'est une publication scientifique qui montre justement la différence entre le phosphore inorganique et organique. Et si je cite voilà ce qui a été dit dans cette étude dit que les données présentées ici montrent que les sources de sel de phosphate inorganique ajouté provoquent une augmentation postprandiale, donc après repas temporaire, du phosphore plasmatique de manière dose dépendante prolongée dans les régimes avec un rapport phosphocalcique de 1 ou supérieur. Alors, je ne sais plus exactement la valeur. Et donc après il rajoute le phosphore alimentaire dérivé d'ingrédients alimentaires naturels, par exemple viande ou matière végétale, ne semble pas avoir un effet sur le phosphore plasmatique postprandial, donc après repas. Et donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Il y a une grosse différence entre le calcium, le phosphore inorganique et le phosphore organique. Donc ça, c'est quelque chose à regarder. Et souvent, on ne parle pas de cet aspect-là qui est très important. Après, il y a encore des publications par rapport à la matière grasse, encore dans la gestion de l'IRC, par rapport à notamment aux supplémentations en oméga 3. J'ai pas acheté ce matin les publications scientifiques et donc j'ai pas eu accès au texte complet, donc je peux pas commenter parce que j'ai pas d'infos supplémentaires sur l'alimentation qui était utilisée. Donc je peux pas savoir si dans quel cadre a été rajouté les oméga 3, enfin les ajouts en matière grasse en PUFA. Donc ça j'ai pas pu le voir malheureusement, je suis désolé hein, Kevin. Et après j'ai pas eu le temps non plus de regarder par rapport aux fibres. Le côlon, et on me dit le côlon peut éliminer une partie des déchets azotés, toujours dans le cadre de la gestion en insuffisance rénale. Je suis pas un spécialiste du tout, hein. Je suis pas un vétérinaire. Donc d'éliminer une partie des déchets azotés grâce aux fibres solubles, courgettes, thon, avoine, psyllium. Psyllium, nous on utilise dans nos croquettes comme source de fibres. Et donc effectivement, je suis à la limite, tant mieux si je sais que ça peut aider, mais je suis pas encore allé voir, donc je peux pas aller voir parce que je me méfie de aller toujours voir si les publications scientifiques sont toujours en anglais, mais aller toujours voir la publication en elle-même. J'ai eu des fois des publications qui étaient citées dans le cadre d'un argumentaire en disant voilà, ça c'est mauvais parce que ça, avec voici la publication scientifique, et la publication scientifique disait pas la même chose
que la personne qui l'avait cité. Donc c'est pour ça que je mets toujours, moi, des extraits et des citations traduites de la publication scientifique, parce que sinon c'est facile de juste mettre une publication scientifique, les gens regardent le titre, ils vont pas lire, ou vont juste voir l'abstract, donc l'extrait de la publication scientifique sans voir le texte complet, et on se retrouve avec quelque chose qui est un peu biaisé. Donc voilà, et après il y avait aussi quelques recommandations d'IRIS, IRIS qui est l'association internationale sur l'insuffisance rénale, et que j'ai cité plusieurs fois dans mon article effectivement sur l'insuffisance rénale, qui elle-même dit que voilà, on a des sons de cloche différents par rapport aux protéines, etc. Et j'aime plutôt bien ce que IRIS met en avant, globalement. Et il disait par rapport, voilà, il disait que sur un stade 1 ou 2, une alimentation, donc c'était le groupe, là je sais pas quel groupe Kevin a pris cette publication, c'est pas une publication scientifique, hein, ce message, ce post en fait, sur les réseaux sociaux je suppose. Et en fait, il mettait en avant par rapport à une utilisation riche en EPA-DHA, mais quand je suis allé voir la publication scientifique, elle ne parlait pas d'EPA-DHA. La publication scientifique de la dernière disait juste que les chats atteints, je cite, hein, les chats atteints d'IRC précoce, donc insuffisance rénale chronique, IRC, précoce, ont développé une hypercalcémie après une alimentation prolongée avec une forte restriction en phosphore. Donc attention, apparemment, la restriction trop intense en phosphore peut poser des problèmes. Et donc l'augmentation de l'apport en phosphore et la réduction de l'apport calcium-phosphate ont permis de maintenir les marqueurs rénaux. Donc effectivement, probablement qu'il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans la restriction, dans la gestion de symptômes de l'insuffisance rénale. Et donc du coup, je finis la citation, les chats atteints d'IRC précoce pourraient bénéficier d'une alimentation modérément pauvre en protéines et en phosphore. Voilà. Voilà, moi j'ai eu j'ai eu des chats qui sont passés, qui étaient atteints d'insuffisance rénale, stade 3 ou supérieur, donc symptomatique ou pas. Quand on a un individu qui n'est pas symptomatique, en fait l'alimentation rénale n'a pas vraiment d'intérêt, puisque la plupart du temps elle est faite, c'est une alimentation rénale qui est faite pour gérer les symptômes d'urémie. Donc en fait elle est faite pour baisser l'urée, pour qu'on gère les symptômes. Donc si vous avez un chat qui a une insuffisance rénale mais qui n'a pas de symptômes, il se dit il n'y a pas besoin de regarder une alimentation rénale, puisque en fait elle est faite pour gérer un symptôme. Donc si votre chat est asymptomatique, en insuffisance rénale mais asymptomatique, on ne va pas le passer sur une alimentation qui est faite pour gérer un symptôme qu'il n'a pas. Donc c'est ça voilà, auxquels il faut faire attention. Et c'est vrai que a priori, ça dépend aussi des chats. Moi j'ai eu des chats où les gens voulaient tester notre alimentation, ça s'est extrêmement bien passé et on a eu des très très bons retours et qui montraient vraiment une amélioration même des chats qui sont devenus asymptomatiques alors qu'ils étaient symptomatiques. Ça m'est arrivé. Bon, est-ce qu'il y a eu des facteurs externes? Je ne sais pas, peut-être, mais ça est déjà arrivé. Et puis d'autres chats où on voyait que ça ne gérait pas bien les symptômes, donc il fallait passer sur une alimentation rénale. Donc ça dépend de chaque cas, je pense qu'on ne peut pas... ça dépend du type aussi de maladie rénale, peut-être. Donc voilà. Donc ça, à mon avis, ça décrit un peu... c'est pour ça qu'on a les deux sons de cloche sur le plan vétérinaire. On a les vétérinaires qui disent non, il faut surtout pas baisser la protéine, et donc pas forcément baisser le phosphore non plus, puisque c'est lié à la protéine. Et d'autres qui disent non, faut vraiment... Parce que, à mon avis, ça dépend des chats, ou ça dépend des cas. Donc en fonction du type d'insuffisance rénale, on peut peut-être avoir sur l'un ça a fonctionné, sur l'autre ça n'a pas fonctionné, peut-être que c'est pas généralisé. Donc voilà. J'espère avoir fait le tour. J'ai fait le tour, je vais refaire. Je pense qu'on n'est plus. Vous n'êtes plus beaucoup à nous suivre, à mon avis. On dirait que j'ai parlé pendant 1h30 là. Donc ça va commencer à faire long. J'espère qu'en tout cas j'ai bien répondu aux questions. Je refais un petit tour sur les commentaires pour voir si j'ai pas loupé de questions. A priori non. Je voulais vraiment tenir à remercier tous les gens qui avaient participé, qui ont mis leurs questions. Ça me permet de commenter sur des sujets que beaucoup se posent, beaucoup de critiques, des choses qu'on peut relire souvent par rapport à nos croquettes. Et donc c'est intéressant effectivement de pouvoir en répondre comme ça de façon vidéo,
souvent les réponses sont déjà sur notre site internet, mais c'est vrai que bon, c'est un peu moins fun des fois pour certaines personnes d'aller lire sur le site plutôt que de voir en vidéo, ou moi qui me réponds directement. Donc voilà. S'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je vais terminer. J'ai dépassé d'une demi-heure ce que j'avais prévu. Ça va, ça aurait pu être pire. Mais voilà, donc encore un grand merci à toutes les personnes qui ont posé leurs questions en amont. Et puis si ça a plu, voilà, on pourra refaire ça périodiquement, je ne sais pas. C'est assez facile pour moi de faire ça, juste à préparer éventuellement des questions. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes en direct, bah, je peux répondre voilà, aux questions que vous m'avez posées avant. Et ça permet voilà, d'avoir une interaction un peu en décalé, mais bon, ça permet d'avoir un autre support que le support écrit qu'on a habituellement sur le site. Je vais merci à vous, hein. Je vois dans les commentaires, mais merci à tout le monde encore une fois. On n'est pas beaucoup sur notre page sur des réseaux sociaux, on n'est pas beaucoup suivi, mais bon, ça permet je pense d'avoir quelque chose d'intéressant. Et n'hésitez pas à partager après le replay qui sera disponible. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ce sera disponible directement sur Facebook. Et d'ici quelques jours, je vais aussi le reposter sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter si besoin. Voilà. Oui, Bernadette, il y aura un replay. En fait, c'est automatique de ce que j'ai compris. Quand je vais finir le live. Le replay, la vidéo sera automatiquement enregistrée et vous pourrez la voir directement y accéder via notre page Facebook. Donc vous pourrez revoir tout en vidéo, en différé quand vous aurez le temps. J'ai parlé longtemps, attention, mais voilà, vous pourrez le voir en différé et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà. Ben, je vous dis merci encore une fois et je vous dis à très bientôt et voilà, on va essayer de refaire ça. Si ça vous a plu, on va essayer de refaire ça une autre fois pour que ce soit voilà, une première mais pas une dernière. Et ben, merci à vous et puis on se dit à bientôt.